Pourquoi plus les couples s'aiment et moins ils ont envie? Comment se fait-il que la proximité avec notre partenaire, celle que l'on cherche tous, finisse parfois par tuer le désir? Et comment continuer à vouloir la même personne quand on l'a vue dans tous ses pyjamas et quand on la voit changer des couches tous les jours? Salut et bienvenue dans Inspiring Mentors. Aujourd'hui, on parle du livre Mating in Captivity d'Esther Perel. Un livre qui bouscule toutes nos idées reçues sur l'amour moderne. Dans cet épisode, on explore la mécanique du désir. Tu vas comprendre pourquoi là où l'amour aime la proximité, l'érotisme, lui, a besoin d'espace. On verra aussi pourquoi c'est vital que les deux partenaires renouent avec leur férocité sexuelle et le travail d'exploration interne que ça demande. Enfin, on va démonter les mythes sur la sexualité. Comme par exemple celui qui dit que le sexe doit être spontané. Et on verra les gestes concrets des couples qui chouchoutent leur érotisme au quotidien. Je te souhaite une bonne écoute. J'ai passé beaucoup de temps, j'ai mis pas mal de temps à lire ce bouquin en réalité. Je l'ai lu parce que il traitait d'un sujet qui, je le savais, allait m'intéresser. Et là, moi-même, je suis dans une relation depuis un petit moment maintenant. Et ouais, je pouvais que constater, que ce soit dans mes relations précédentes aussi, cet effritement du désir, cette espèce de tendance un peu par défaut après un temps, ouais, il y a une baisse effectivement de toutes ces hormones et ces endorphines qu'il y a au début. C'est plus le cocktail Molotov du désir et de la luxure du début. Mais comment est-ce qu'on fait? Parce que je pense que toi et moi, là-dessus, on sera d'accord. Alors oui, on veut la sécurité, mais on veut pas non plus tomber dans la caricature du couple qui fait plus aucun effort, qui a plus aucune vie sexuelle, etc. Et j'ai aussi passé beaucoup de temps sur Reddit à lire des discussions, et il y a plein de discussions. Tu n'imagines pas le nombre de discussions ouvertes, que ce soit par des hommes ou par des femmes qui disent, avec mon copain, on fait plus l'amour, ou alors ma copine n'a plus envie de moi, ou alors le sexe s'est évaporé après 6 mois de relation. Donc c'est un vrai sujet, hein, une vraie thématique, et bien souvent on se rend compte en lisant ces forums ou en discutant autour de soi que on sait pas par quelle boule prendre en fait. C'est pas un truc sur lequel on est éduqué. Donc c'est en partie pour ça que j'ai voulu lire ce livre et que j'ai voulu trouver des solutions à ça. Dans l'amour, on cherche la proximité, la familiarité, la sécurité, la tendresse, le confort, la stabilité. Mais on veut aussi de l'érotisme. On veut se sentir beau, belle, sexy, désiré. On veut des moments de proximité émotionnelle, mais on veut aussi des nuits torrides. Le problème que certains couples rencontrent après un moment, c'est qu'ils confondent l'amour avec l'acte de fusionner. Par défaut, les couples favorisent ce qui est prédictible et sûr comparé à l'imprévisibilité et l'inconnu qui est présent au début d'une relation. Et si c'est bien pour l'intimité, l'érotisme, lui, se nourrit justement d'imprédictibilité et de séparation. Deux aimants s'attirent parce qu'ils sont différents. Ils s'attirent parce qu'il y a une distance qui les sépare. Il y a un espace à reformer. L'érotisme fonctionne de la même manière. Il se nourrit de l'espace entre nous et l'autre. Quand il y a trop de routine, quand il y a trop de répétition, quand il n'y a plus d'espace, l'érotisme étouffe. Une phrase que j'aime beaucoup dans le bouquin, c'est « La passion d'une relation va de pair avec le degré d'incertitude que tu peux tolérer ». Je la relis. « La passion d'une relation va de pair avec le degré d'incertitude que tu peux tolérer ». L'amour et le désir ne sont pas mutuellement exclusifs. C'est juste que pour certains, ils se manifestent pas au même moment. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent à ce moment-là, ouais, mais attends, moi je suis dans une relation, c'est comme si on avait un choix à faire en fait. Le choix entre une relation épanouie, avec de l'érotisme, du sexe, etc. Ou alors la sécurité, le truc plan-plan, etc. Et ce que Esther Perel nous dit là, c'est que les deux ne sont pas mutuellement exclusifs, mais la sécurité et l'érotisme ne se manifestent pas au même moment, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas lieu au même moment. On a tous besoin de sécurité,
de permanence, de solidité, de continuité. Et en même temps, on a tous besoin de nouveautés, de changements, de risques, d'aventures. On a besoin d'une ancre, mais on a aussi besoin d'une vague. Et le challenge des couples, c'est de réconcilier les deux besoins et d'apprendre à danser avec eux. Et la réalité, c'est que le couple moderne doit porter beaucoup plus de pression qu'avant. On attend de notre partenaire qu'il comble des besoins que tout un village comblait auparavant. Nos grands-parents, nos amis, nos voisins, nos collègues. Quand les gens étaient beaucoup plus dépendants des autres et de la communauté qu'il y avait autour d'eux, il n'y avait pas autant de pression sur les relations. Parce que chaque partie de son entourage, de la communauté, permettait de jouer un rôle spécifique. Alors qu'aujourd'hui, quasiment la majorité de ces rôles, on attend que notre partenaire intime le joue pour nous. Notre partenaire, à l'époque, n'avait pas besoin de jouer et le confident, et l'ami, et la coach, et la maîtresse. Donc ça, c'est un des facteurs qui fait que les couples ont de plus en plus de mal avec cette danse entre l'érotisme et la sécurité. Un autre facteur qui peut faire du mal à une relation, c'est qu'on agit comme si elle était garantie. Mais ça, c'est une illusion. Oui, on cherche la sécurité, mais elle n'est jamais garantie. Quand on aime, on risque toujours la possibilité de perdre l'autre, que ce soit par la critique, par le rejet, par la séparation, et ultimement par la mort. Et ça, peu importe ce qu'on fait pour s'en protéger, et peu importe à quel point on croit qu'on est dans une relation stable. Esther Perel dit un truc génial à ce sujet. Pour réintroduire un degré d'incertitude, il suffit de lâcher prise sur l'illusion de la certitude. En nous rendant compte qu'on peut perdre l'autre, qu'il peut partir, nous rejeter ou même mourir, on arrête de le prendre comme acquis et on commence à le voir pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire quelqu'un de différent, avec ses propres mystères et sa propre individualité. Marcel Proust disait « Le vrai voyage de découverte ne consiste pas à toujours voir de nouveaux paysages, mais à changer notre regard sur les choses. » Donc, pour reformuler peut-être avec des mots un peu plus humains, un truc qui inhibe vraiment l'érotisme et le désir, c'est cette sensation que l'autre est acquis en fait, qu'il est à notre portée, qu'on le possède quelque part. Et, mais ça, il faut bien comprendre que si on a cette impression-là, alors certes, peut-être que la manière de se comporter de l'autre peut jouer là-dessus. C'est-à-dire que peut-être que si l'autre fait plus d'efforts, si vous allez plus à des dates, si on fait plus attention à notre forme physique, etc., si on essaie plus de se draguer, ça donne un peu l'impression qu'on prend l'autre pour acquis, quoi. C'est-à-dire que c'est pas des comportements qu'on ferait au premier date. Il y a cette phrase que j'aime bien qui disait un bon moyen de se recadrer, de remettre les pendules à l'heure, si je puis dire, c'est de se demander est-ce que tel ou tel comportement on le ferait lors d'un premier date. Alors certes, ça a ses limites parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas quand on est dans une relation de 2 jours et qu'on fait quand on est dans une relation de 5 ans et inversement. Mais tu vois, si tu arrives à un date mal coiffé, sans parfum, etc., c'est pas des choses que tu ferais pour un premier encart, quoi. Et donc tout ça pour dire que bien souvent c'est cette illusion qu'on possède l'autre qui inhibe l'érotisme et qui l'empêche de fleurir. Alors que si on se remémore que en fait à tout moment l'autre il peut tomber sur quelqu'un d'autre, tomber amoureux de quelqu'un d'autre, il peut avoir un accident de voiture, il peut y avoir une maladie, n'importe quoi peut se passer en fait. Cette sensation de continuité, de sécurité, c'est juste une illusion qui a lieu dans notre tête, c'est absolument pas la réalité. Et rien que ça permet de réinjecter un degré d'incertitude qui est sain en fait pour une relation. L'incertitude, on le voit comme quelque chose de négatif, mais c'est pas forcément le cas. Certes, c'est inconfortable, mais on va voir plus tard que justement le désir a besoin d'un confort, et le désir se nourrit d'inconfort, d'incertitude, de peur et d'anxiété même. Donc un degré d'incertitude est sain. Et là, j'ai marqué, juste pour terminer ce passage, quelques déclarations que je me suis marquées à la suite de ce chapitre-là. Un peu comme des mantras à se souvenir. Ta partenaire ne t'appartient pas. Tu peux la perdre à tout moment. Tu la connais moins que tu le penses et tu ne sais certainement pas tout d'elle et ne le sauras jamais. Donc reste curieux de ta partenaire. L'impression de sécurité est une illusion que tu as construite dans ta tête. Renoue avec la curiosité. Le piège, c'est d'arrêter d'être curieux. Un des plus gros problèmes dans
les relations de couple, c'est qu'on voit ce qu'on veut voir, en fait, et ce qu'on veut tolérer de voir. Et notre partenaire fait exactement la même chose. Aujourd'hui, la croyance dominante, c'est que plus on se connaît, plus on est intime et plus on aura envie de l'autre. L'équation fait sens. Évidemment que quand on communique, quand on est tendre avec l'autre, quand on passe du temps ensemble, eh ben tout ça, ça doit nourrir l'érotisme. Et donc, tout devrait bien se passer au lit. Pas vrai? Eh ben non. Le problème, c'est que l'intimité a la fâcheuse habitude d'étrangler le désir. Beaucoup de couples sont surpris de constater que le désir disparaît alors même qu'ils deviennent plus proches. Les thérapeutes entendent, à chaque fois j'ai marqué les thérapeutes dans ce script, il faut que je change ça. Les thérapeutes. Bref, on reprend. Les thérapeutes entendent tout le temps dans leur cabinet. Alors on s'aime, on passe du temps ensemble, on apprécie la compagnie de l'autre, mais on ne baise plus. Sur Reddit, si tu cherches, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu tombes sur une pléthore de threads du style mon copain ne me désire plus ou bien ma copine n'a plus envie de moi. Et Esther Perel répond à ça, bah oui, parfois l'amour, donc la sécurité, hein, cette forme de cet amour dans le sens amour cosy, agréable, confortable, parfois trop d'amour gêne et bloque le passage de l'érotisme. Le sexe et l'érotisme ne sont pas toujours le fruit d'une meilleure connexion émotionnelle. Ça, c'est un truc. Ça, je pense, c'est vraiment s'il y a une grande idée à retenir. Une des grandes idées à retenir, c'est ça. Le sexe et l'érotisme ne sont pas toujours le fruit d'une meilleure connexion émotionnelle. Pour beaucoup de couples, le sexe est une entité séparée qui n'est pas stimulée par plus de câlins et plus de soirées Netflix popcorn. Trop de proximité peut réduire l'élément d'autonomie nécessaire pour désirer l'autre. Le sexe est une personnalité à part entière, avec ses propres besoins à honorer. Esther, elle a une phrase que j'aime beaucoup en anglais qui dit « Cozy is not sexual ». Et tu verras que plus tard dans le podcast, on retrouvera cette phrase, notamment dans une histoire concrète d'un couple qu'elle a eu en thérapie. Trop de distance, et c'est difficile de ressentir une connexion. Je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, mais moi j'ai déjà eu plusieurs relations où c'était des relations à distance, justement, on n'habitait pas dans la même ville. Et moi, personnellement, c'est un truc que je peux pas, en fait. C'est un truc que je peux pas parce que quand il y a trop de distance, voilà, il y a besoin d'une certaine forme de connexion pour désirer quelqu'un parce que bien sûr c'est bien de jouer un peu au chat et la souris, je te fuis, tu me suis, je te suis, tu me fuis. Il faut de ça parce que ça fait partie du jeu, mais trop de ça et c'est trop d'incertitude, c'est trop d'inconfort. Donc c'est vraiment c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas confort ou inconfort, c'est pas stabilité ou instabilité, c'est une danse en fait. C'est un jonglage à maîtriser. Et donc trop de distance et c'est difficile de ressentir une connexion, mais trop de proximité, à la limite de la fusion, efface ce qui rend deux personnes uniques. Et donc être séparé, c'est aussi essentiel si on veut ramener l'érotisme à la maison. Il ne faut pas paniquer si on voit une baisse du désir. Souvent, on pense que c'est un signe qu'on aime moins l'autre et on remet nos sentiments en question. Je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, mais moi aussi pour le coup, ça là, je me repositionne sur mon petit coussin. Mais c'est un truc qui m'est déjà arrivé dans plusieurs relations, c'est qu'à partir d'un moment, bah, tu ressens justement cette baisse du désir, cette baisse de, de libido aussi. Et tu commences à douter en fait, parce qu'on a tellement assimilé la libido à l'amour, on se dit que bah, si on n'a pas envie, on commence à douter de nos sentiments pour l'autre. Et ça aussi, c'est une belle distinction, vraiment une distinction qui m'a fait personnellement beaucoup de bien que Esther fait. Elle dit que justement, c'est souvent le contraire. C'est quand tu te préoccupes constamment de l'autre, que vous êtes collés l'un à l'autre comme deux chaussettes, que tu perds le degré d'érotisme vital pour la recherche de plaisir égoïste. Tu verras aussi que plus loin dans le podcast, il y aura une histoire à nouveau d'un couple qui est allé en thérapie chez Esther Perel, où justement ça c'était un trop grand problème, c'est-à-dire que c'est cette fameuse situation où le mec se préoccupe trop de sa femme pour pouvoir la voir comme pour réintégrer en fait un degré d'égoïsme dont on a besoin hein, quelque part pour la recherche du plaisir sexuel quoi.
C'est ce qu'on dit juste après d'ailleurs. C'est dur de se sentir attiré par une personne qu'on ne perçoit plus comme autonome, avec qui on partage tout, avec qui on fait tout sans arrêt. Et c'est pour ça que c'est important pour les couples de rétablir une forme de distance et de différenciation. Un espace dans lequel le désir peut circuler librement. Contrairement à la narrative romantique mainstream, le sexe et le désir opèrent sous des lois complètement différentes. Parmi les lois du désir, on parle, attention là, je sais pas du tout quelles sont tes opinions politiques, etc. Mais j'ai le sentiment que cette partie-là pourrait offenser des personnes, mais c'est pour ça que je te demande vraiment de rester ouvert. Il n'y a absolument pas de jugement ou comment dire. Bon, tu verras ce que je veux dire, mais tu comprendras ce que je veux dire quand je dis que ce passage pourra choquer des personnes, mais je te demande de rester ouvert là-dessus. Parmi les lois du désir, on parle d'obsession, on parle d'agression, d'objectification et de pouvoir. Ce n'est peut-être pas politiquement correct, mais le désir, lui, s'en fout du politiquement correct. Il a sa propre trajectoire. Ouvrir n'importe quelle page d'un livre comme Want de Gillian Anderson, qui recense des centaines de lettres anonymes de femmes qui partagent leurs fantasmes, livre que je te recommande d'ailleurs, et tu découvres qu'on est bien loin des stéréotypes de l'homme attentionné à l'écoute et des soirées télé. On reviendra sur les fantasmes un peu plus tard dans le podcast, mais ça peut être dur quand on est confronté pour la première fois à cette idée. Comment ça, l'intimité et l'érotique sont séparés ? Comment ça, je dois créer de la distance pour baiser et refaire l'amour avec mon partenaire ou ma partenaire ? Comment ça, être agressif et obsessionnel avec la personne que j'aime, c'est sain dans l'érotisme ? Mais comme on a dit, le désir prend rarement les chemins de la logique et du politiquement correct et de ce qui est culturellement accepté à l'heure actuelle. Esther Perel, elle dit, c'est utile de le voir comme un jeu. Un jeu de parfois ignorer l'autre, parfois prendre de la distance, un jeu de parfois réduire un peu le contact physique pour créer une tension. La psychologue Virginie Golden fait la distinction entre deux formes de sécurité dans un couple. Tu as la sécurité flaccide du cocon cosy et tu as la sécurité dynamique d'un couple qui a des désaccords, qui n'étouffe pas le conflit, mais qui explose et qui se rabiboche ensuite. Maintenir l'intérêt dans une relation, c'est une question de tolérer un certain degré de séparation, de désaccord et les insécurités que ça provoque. Au lieu de toujours viser la proximité, au lieu de toujours viser à vouloir plus communiquer, à tout se dire, à être ouvert, à comprendre l'autre, c'est plus sage parfois que les partenaires cultivent un degré d'indépendance et d'individualité, d'égoïsme. Il y a une notion à développer de préserver une relation intime avec soi-même pour contrebalancer le couple. C'est-à-dire que, oui, dans le couple, tu as une relation intime avec l'autre, mais avant tout, tu as une relation intime avec toi-même, parce que c'est précisément ça qui, au début, vous a amené à vous mettre ensemble. C'est que tu avais une relation intime avec toi-même, elle avait une relation intime avec elle-même, et quand je dis relation intime, je ne parle pas d'exploration érotique personnelle, c'est-à-dire c'est tu entretiens une relation, tu dédies du temps pour une relation avec toi-même. Et c'est ça qui vous a amené tous les deux à vous rencontrer. Et là, à nouveau, quelques phrases que j'ai beaucoup aimées sur cette partie-là. L'amour veut tout savoir de l'autre, mais le désir se nourrit du mystère. L'amour veut réduire l'espace entre vous, mais le désir a besoin de cet espace pour circuler. L'amour aime avoir, le désir aime vouloir. Le feu a besoin d'air et d'espace pour brûler. Maintenant, on va rentrer dans une partie du livre et du podcast que j'aime beaucoup parce que donc Esther Perel, elle parle beaucoup elle explique l'anatomie du désir, de l'amour, etc. Donc il y a un vrai effort de dissection, un petit peu comme dans l'épisode sur Michael Singer où il fait la dissection du monde intérieur quand on parle de spiritualité. Elle fait une vraie dissection et arrive à extraire en fait et à nous expliquer des nuances qu'on n'avait pas vues avant. Donc par exemple la nuance entre l'amour et l'érotisme, donc qui sont deux entités séparées qui ont leurs aliments favoris, on va dire. L'amour, c'est la proximité, la sécurité, etc. L'érotisme, c'est l'incertitude, l'anticipation, tout ce qui fait que t'es attiré par quelque chose parce que tu l'as pas, quoi. C'est cette image des deux aimants. Quand le sexe est cassé, entre guillemets, le réflexe, c'est de l'approcher à la manière américaine.
très pragmatiquement, avec des chiffres et des tests et des objectifs de fréquence, comme un mécano approche une voiture. On parle de chiffres, de combien d'orgasmes et de combien de temps ça dure et de combien de fois on devrait le faire par jour et par semaine et combien de fois on le faisait avant et combien de fois on le fait maintenant et on compare et on réduit le sexe à la mécanique. Mais le problème, c'est que l'érotisme, ce n'est pas un truc qui se répare comme tu changes un filtre à huile ou colmates une fissure dans un muret. L'érotisme est inefficient par nature. Il répond plus au lâcher-prise et à l'abandon qu'à une fixation d'objectifs. Si on approche cette thématique-là ou ce problème-là avec ouais, des outils très, très concrets, très mesurés, en disant par exemple, ok, bon, bah, on va essayer de le faire au moins 2 fois par semaine, ou on va se forcer ou quoi, bah, c'est pas du tout le bon outil en fait. C'est comme essayer de soulever, de déplacer des tasses en porcelaine avec un tractopelle. C'est pas du tout le bon outil en fait. Maintenir le désir, ça fait partie des dilemmes existentiels parce que ça demande de réconcilier deux forces opposées qui sont la liberté et l'engagement. Certaines questions n'ont pas de réponse claire et sont des problèmes insolvables. C'est-à-dire que ce sont des systèmes avec des polarités opposées, des tensions qu'on retrouve à d'autres échelles comme dans le couple, dans les entreprises ou en nous-mêmes. Ce qui est dur, c'est que tu ne peux pas choisir une polarité et laisser l'autre, car le système a besoin des deux pour survivre. Et là, ça paraît un peu théorique, donc on va utiliser une histoire pour illustrer. Ben est un gars qui désire sincèrement une relation stable, mais quand il sort avec une fille pendant quelques mois, le sexe perd de sa passion initiale. La réalité montre ses angles plus bruts et Ben panique. Il a peur que la passion ne sera plus jamais comme avant. De plus, il tolère très mal l'ennui sexuel et le challenge que demande de maintenir la passion après un certain temps. Il aime les débuts, qui ont besoin de très peu d'efforts, mais pas la suite. Cela lui permet de vivre des nuits débats olympiens, mais s'ensuit des discussions vides le matin. Esther lui fait faire un exercice pour tenter de lui montrer comment réconcilier intimité et passion. Elle lui demande de faire un exercice, elle lui dit d'inspirer à fond et de maintenir, l'oxygène à l'intérieur de lui, ce qu'il fait, jusqu'au moment où il n'en peut plus, donc il commence à cogiter dans tous les sens, il devient tout rouge, et il est forcé d'expirer. Mais au bout d'un moment, bah, la tendance s'inverse et tu ressens une urge de inspirer à nouveau parce que tu as à nouveau besoin d'oxygène. Tu ne peux pas choisir entre inspirer et expirer. Tu dois faire les deux. Eh bien, c'est pareil avec l'intimité et la passion. La tension entre la sécurité et l'aventure est un paradoxe à gérer, pas un problème à résoudre. Je répète, parce que cette phrase, elle est ouf. La tension entre la sécurité et l'aventure est un paradoxe à gérer, pas un problème à résoudre. Tu as besoin des deux à des moments différents. Ce n'est pas une situation où tu choisis l'un ou l'autre, mais plutôt où tu bénéficies des deux et aussi reconnais leurs limites. Ça, ce framework, on fait juste un petit hors-sujet, mais c'est quelque chose qui est tellement utile aussi en dehors du sujet de la sexualité, mais partout. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas des problèmes à résoudre. Je ne sais pas toi, mais moi je sais que par défaut, je prends assez facilement cette posture de vouloir résoudre des problèmes en fait, parce que je pense que dans nos travaux, c'est un peu ce qu'on fait tout le temps. Tu vois, il y a un problème, on résout un problème. Je sais pas, au support client, quelqu'un a un problème avec ses réservations, tu dois résoudre le problème. Dans le marketing, il y a une campagne qui marche pas, tu dois résoudre le problème. Mais en fait, dans la vie, et du coup, on pense que la vie est composée juste de problèmes à résoudre. Et c'est pas le cas, c'est juste une façon de voir la réalité. Et le problème, c'est que si on voit tout comme des problèmes à résoudre, bah à nouveau, c'est utiliser un mauvais outil en fait. Tu peux pas aborder tous les conflits dans une relation intime, par exemple, en te disant ok, il y a un problème à résoudre, je vais le résoudre. C'est un peu l'exemple classique. J'ai peur un peu d'aller hors sujet en disant ça, mais tu vois, quand ta copine rentre le soir et qu'elle te parle de sa journée, à quel point elle a eu une journée difficile, etc. Nous, en tant que mec, notre instinct, c'est de prendre séparément chacun des problèmes et de lui dire bah dans cette situation tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Et on se sent super bien parce qu'on se dit bah ouais, c'est la réponse logique, c'est ça. Mais notre copine, elle a pas envie d'être réparée comme une voiture. Elle a juste besoin d'être écoutée en fait. Elle a juste besoin de parler. Et en fait dans ces moments-là, c'est assez dingue, mais le seul truc qu'on a à faire en tant que mec, c'est de fermer notre gueule. C'est de fermer notre gueule et juste écouter. Et à la limite,
Si jamais elle te demande ensuite: «Et toi, t'en penses quoi? Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire?» Là, elle t'invite à lui donner, ton point de vue. Mais tu vois, c'est ce genre de situation où si tu arrives avec tes lunettes et ton point de vue du mécano qui veut réparer, la voiture cassée, ça va pas du tout fonctionner. Il faut juste que tu sois là, en fait. Il faut juste que tu sois là et que tu acceptes peut-être l'inconfort que ça génère pour le masculin d'être exposé à une pléthore de problèmes sans ressentir ou sans que l'autre ait vraiment besoin d'entendre une solution. Tout ça pour dire ce frame est super intéressant. Il y a des situations dans la vie dans lesquelles tu fais face, c'est pas des problèmes à résoudre, c'est des paradoxes que tu dois apprendre à gérer, des situations dans lesquelles tu dois apprendre à mieux danser. On revient sur Ben. Veut rester avec sa copine actuelle, mais il rencontre des difficultés avec le sexe. Donc Ben, il a rencontré une fille bien, ils sont ensemble depuis un moment, mais maintenant il rentre dans cette phase où ça devient compliqué, le désir s'effrite, etc. Ce qui suffisait avant à Ben pour mettre les voiles. Avant, il s'en allait dès qu'il y avait le moindre signe de difficulté. Mais là, il a pris conscience que c'est pas un problème à résoudre, c'est un paradoxe à gérer. C'est-à-dire que si tu fuis à chaque fois à ce moment ta relation, tu vas fuir à tout jamais parce que ce problème, tu le rencontreras avec cette personne, tu le rencontreras avec d'autres personnes. C'est pas une question de avec qui va te permettre de le résoudre, mais c'est une question de comment est-ce que tu regardes cette situation. Esther lui conseille déjà de ne pas fuir sur un élan d'anxiété. Elle lui dit que régler un conflit n'est pas la même chose que de le fuir. Et ensuite, elle lui suggère que son anxiété peut servir de baromètre, un peu comme un indicateur qu'il est temps de prendre des risques et de remettre un peu d'aventure et de jeu dans la relation. Elle lui dit: quand tu sens que tu ne tiens plus en place, prends-le comme un signal pour essayer quelque chose de nouveau dans ta relation et pas essayer quelqu'un de nouveau. Ensuite, il y a un chapitre sur comment l'enfance est à l'origine de nos préférences sexuelles. C'est toujours délicat, mais effectivement, l'enfance, c'est toujours un sujet que t'es forcé un peu d'explorer quand tu touches à ces questions de besoins émotionnels, de sexualité, de fantasmes, etc. Et donc il y a tout un chapitre là-dessus où Esther montre au travers de plusieurs histoires comment notre enfance, en fait, et ce qui s'est déroulé à ce moment-là a servi de blueprint ou de plan pour nos fantasmes, nos désirs, nos patterns actuels. Et là, il y a plusieurs histoires. La première, c'est une histoire l'histoire classique de l'homme qui a du mal à faire l'amour avec sa femme parce qu'il est trop attaché à elle. Plus il aime sa femme, plus c'est dur de la baiser. Excuse-moi pour le langage cru. Le père de Steven a abandonné sa mère quand il était petit. Il admire sa mère pour s'être occupée de ses enfants et jure de ne jamais devenir son connard de père. Petit, il examinait constamment ses propres pulsions d'agressivité et d'égoïsme pour ne pas qu'elles débordent et dérangent l'ordre de la maison. Plus tard, il a internalisé que la sécurité émotionnelle exige qu'il retienne toute forme de pulsion parce que dans sa tête, il a pas voulu reproduire ce que son père avait fait. Il a attribué le fait que son père soit parti et que sa mère ait souffert au fait que son père ait exprimé une forme de désir égoïste et qu'il soit barré de la maison. Et donc lui, il s'empêche toute forme d'expression de désir égoïste. Et donc plus tard, il a internalisé que sa sécurité émotionnelle exige qu'il retienne toute forme de pulsion. Et cette croyance s'est greffée sur sa sexualité. Et plus il aime et respecte, plus il se bride de peur de faire du mal et plus sa sexualité est inhibée. Un autre exemple, pour Dylan, c'est la sécurité émotionnelle qui est quasiment inconcevable, avec ou sans sexe. Il avait 12 ans quand sa mère est décédée et son père, le voyant sur le point de fondre en larmes, lui a dit « J'espère que tu ne vas pas flancher ». Depuis cet épisode, il a internalisé qu'exprimer ses émotions est un signe de faiblesse. Dès que Dylan ressent l'ombre d'un sentiment pour quelqu'un dans une relation intime, il se juge, se réprimande et coupe tout lien. Pour compenser, il va dans des clubs le soir et cherche du sexe sans attachement. Ce qui est curieux dans l'érotisme, c'est que, pour beaucoup de gens, les blessures et frustrations d'enfance sont transmutées ou recyclées dans ce qui nous excite le plus. L'imaginaire érotique est ingénieux pour redresser les traumas du passé. Ok, donc là, on arrive à une histoire qui
est une des histoires piliers du livre parce que c'est une histoire, l'histoire d'un couple où la narrative principale, c'est que au fur et à mesure du temps, il y a cet aspect de cosiness qui s'est installé et qui a étouffé justement l'intimité. James et Stella sont dans leurs 50 années de mariage et le sexe est absent depuis des années. Dès que James ressent de l'excitation, elle est tout de suite écrasée par la préoccupation de sa performance. Vais-je garder mon érection ? Vais-je éjaculer trop vite ? Vais-je parvenir à lui donner un orgasme ? Cette focalisation étroite le rend incapable de prendre son pied et de se détendre. Enfant, James était toujours en alerte sur les besoins de sa mère et ses humeurs, souvent mauvaises et tristes. Son quotidien consistait à tenter de subvenir aux besoins de sa mère qui avait besoin de 72 choses alignées dans le bon ordre pour ne pas faire la gueule. Plus tard, à l'âge de sortir avec ses copains, elle lui faisait des remarques et il culpabilisait de la laisser seule. James a donc grandi écartelé entre son envie de ne pas déplaire à sa mère et ses envies de vivre sa propre vie. Très vite, des traces de cet héritage sont apparues avec Stella. Elle rejetait fréquemment les tentatives de James pour être trop accommodant. Elle le rembarre dès qu'il lui lançait un regard pour demander la permission. Un jour, elle a même carrément implosé. « Je ne suis pas ta mère !» À plusieurs reprises, elle lui fit comprendre qu'elle n'était pas fragile, qu'il n'a pas besoin de s'écraser pour avoir son amour et son affection. James et Stella ont un mariage que beaucoup de gens pourraient envier. Il la fait beaucoup rire, elle lui fait des retours sur son travail de graphic design qu'il prend très au sérieux. Ils ont tous les deux élevé 4 enfants, traversé la mort de leurs 4 parents, rénové 2 maisons, bref, leur histoire a beaucoup de positifs. Mais quelque part, au milieu de ce paysage enviable, le sexe pose problème. Elle en veut, lui non. Elle en parle, lui non. Elle s'énerve, il se met sur la défensive. C'est Stella qui, depuis des années, amène le sujet sur le tapis et les choses ont pris un tournant compliqué depuis qu'elle a passé le cap de la ménopause. Depuis que son désir à elle a chuté, ses pires peurs se sont réalisées. Si elle n'aborde pas le sujet, James ne prend pas la relève. Stella craint la mort sexuelle totale. On est comme des colocs. Mais James est pétrifié par la pression de la performance. Pour lui, exprimer son envie brute, affirmer son désir, est impensable. Il est pris en tenaille entre un faux dilemme qu'il tire de son enfance. Réaliser ses envies ou sauvegarder la proximité avec sa compagne. Ça fait le parallèle avec un des chapitres qu'on a vu juste avant, que nos comportements, nos fantasmes et nos peurs aussi dans la sexualité sont liés à notre enfance. Esther Perel, elle a une phrase que je trouve intéressante là-dessus. Elle dit « Show me how you were loved and I will show you how you make love ». Donc, montre-moi comment on t'a aimé en tant qu'enfant et je te montrerai comment tu as fait l'amour. Et donc là, on est dans cette situation où James a grandi dans un foyer où son père n'était pas trop présent et sa mère avait un caractère ou des humeurs un peu volatiles et il jouait le rôle un petit peu de celui qui essaye de faire en sorte pour que tout explose pas à la maison. Et donc, comme on lisait plus haut, il y avait 72 choses à aligner. Il fallait que les planètes Jupiter et Mars soient alignées au degré près pour que tout aille bien. Et donc James était constamment pris en fait dans cette espèce de tenaille entre je veux pas que ce soit le bordel à la maison, donc il faut que quelque part je m'assure que l'humeur de ma mère est bien, mais pour faire ça il faut que je sacrifie mes propres besoins personnels. Et du coup il a vraiment transplanté ça dans ses relations adultes et romantiques. Et pour lui du coup s'exprimer dans une relation vraiment le relâcher, exprimer pleinement cette férocité sexuelle et cet égoïsme dont l'érotisme a besoin, pour lui c'est juste inconcevable parce qu'il a tellement internalisé à un niveau cellulaire que s'il fait ça, c'est la fin de la proximité et de la sécurité émotionnelle. Et donc pour lui c'est quasiment impensable en fait de se relâcher et de vraiment pleinement exprimer ses
ses pulsions, quoi. Et donc à ce moment dans le livre, Esther, d'abord, le truc dont elle veut s'assurer, c'est qu'il n'y ait pas un problème mécanique derrière le blocage de James. Parce que bon, à partir d'un certain âge, pour les hommes comme pour les femmes, il y a aussi le facteur des capacités physiques qui rentre en compte. Mais James dit que par contre, les moments où il est tout seul, où il se fait plaisir tout seul, il y a pas de problème mécaniquement. Donc c'est pas quelque chose qui vient de la physiologie, c'est vraiment quelque chose qui est bloqué dans le mental. Et donc, Esther suggère une expérience que James se masturbe devant Stella pour tenter de court-circuiter le négatif. Si lui, il est capable de se faire plaisir quand il est tout seul, peut-être que en amenant un petit peu de Stella dans ces moments de plaisir solitaire, ça lui permettra de réintroduire le côté « Ok, ma femme est là pendant que je me fais plaisir tout seul », ça veut dire que je peux être égoïste, je peux penser à moi-même, penser à ce qui me fait du bien quand ma femme est là et je n'ai pas besoin sans arrêt de lui plaire ou de subvenir à ses besoins à elle. Vous savez qu'il vous aime, vous n'en avez jamais douté. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que vous êtes resté toutes ces années. Ce qui vous blesse, c'est que vous n'avez jamais senti son désir pour vous. Vous avez l'impression que tout repose sur vous, que vous êtes la seule à essayer de faire bouger les choses. Et c'est le cas. Vous avez déclaré forfait à la complicité sexuelle en échange de la sécurité émotionnelle, et c'est un troc cruel. Comme un glacier qui fond au soleil, Stella fond en larmes. C'est quasiment impossible de ne pas prendre personnellement des rejets si répétés, de ne pas le prendre comme une preuve qu'on est indésirable et de ne pas tomber dans le doute. À James, elle dit « L'amour et le désir ne sont pas la même chose. Cosy n'est pas la même chose que sexy. Votre femme sait que vous l'aimez. Ce qu'elle veut, c'est sentir que vous voulez la prendre. Elle veut sentir votre faim pour elle et sentir que vous avez autant envie qu'elle. Votre incapacité à vous abandonner à vos pulsions hédoniques la rend folle. Votre passivité l'irrite et votre douceur est l'opposé de son fantasme d'extase débridée. » Et donc tous les deux, ils tentent l'expérience et c'est pas vraiment un grand succès. Mais un tournant décisif a lieu quelques jours plus tard. James et Stella s'engueulent. Stella est furieuse, persuadée que la situation ne pourra plus s'améliorer. Elle pense que c'est définitivement irréparable. Et le premier instinct de James fut de la prendre dans ses bras, même s'il n'était pas sûr que c'était la bonne chose à faire, tellement elle semblait fâchée. Mais il l'a pris dans ses bras malgré tout. Elle n'était pas réceptive au début, mais il tenait bon. Avant cet événement, James agissait toujours en fonction des réactions de Stella. Mais cette fois, il fit son propre choix. Il lui caressait le dos et elle commençait enfin à se calmer. Elle sentit qu'il était là pour elle et qu'il pouvait la contenir, qu'il pouvait contenir sa colère, qu'il pouvait supporter son intensité. Et une intensité eut l'effet domino sur une autre et les mena à ce qu'ils évoqueront plus tard comme un magnifique copulage en règle. Il faut 2 personnes pour créer un pattern, mais une seule suffit à le changer. À la suite de cet événement, James se décrivit comme courageux et persistant. Il n'en revenait pas de comment prendre les choses en main lui a plu et l'a libéré. Une chose préoccupe James néanmoins. Ils font souvent l'amour après une engueulade. Esther explique que la colère et l'excitation ont une relation curieuse. Physiologiquement, ils déclenchent beaucoup de choses similaires. Psychologiquement aussi. Pour James, la colère le rend plus courageux, plus téméraire. Elle le libère de sa conformité et lui donne un sentiment de légitimité. La colère intensifie la différence et lui donne la distance dont il a besoin. Maintenant, on va parler de l'importance de l'égoïsme et de la férocité sexuelle et aussi d'explorer son érotisme. Plus d'intimité avec quelqu'un peut nourrir le désir, mais ce n'est qu'une partie du puzzle. Le désir et l'érotisme ont aussi besoin de séparation. Pour voir et sentir mes pulsions sexuelles, je dois être capable de sortir un moment de l'union avec la confiance que l'autre sera toujours là pour nous à notre retour. On doit savoir être égoïste pour être connecté érotiquement. Il y a cette idée de férocité sexuelle dont parle Michael Badler. Et là je cite, « La férocité sexuelle, c'est la capacité d'une personne à s'abandonner à pleine force à ses propres rythmes et goûts du plaisir
sans ressentir de culpabilité ou d'inquiétude. Ça fait le lien avec la différenciation qui est la capacité à rester soi-même dans la présence de l'autre. Sans cette capacité, c'est difficile de ressentir sa propre ferveur. La brutalité, la bestialité et parfois même la méchanceté que notre désir peut provoquer peut sembler inacceptable, parfois même animal. Sans compter que dans nos aventures érotiques, on amène aussi tout un bagage culturel, familial et les spécificités de notre blueprint érotique qu'on a hérité de l'enfance. Pour certains, la bête qui demande à sortir lors d'un ébat érotique est trop effrayante, inacceptable presque, pour qu'il s'abandonne totalement. Mais s'autoriser à être bestial et égoïste au lit peut être vu au contraire comme une preuve d'amour et de confiance, en particulier dans un couple. Après tout, c'est une preuve de confiance que de s'autoriser à s'abandonner et à lâcher prise totalement dans la présence de l'autre. Parce que quelque part, on se met à nu. On est confiant que notre relation peut être assez forte et solide pour englober cette férocité. Quand un couple s'autorise à faire ça, le sexe et l'érotisme devient un lieu de liberté totale, une libération des pressions qu'on s'impose à nous-mêmes, une libération des pressions sociales et familiales. Là, je vais citer trois phrases d'Esther Perel. Aimer l'autre sans se perdre soi-même, c'est le dilemme central posé par l'intimité. L'union temporaire qu'on ressent avec notre bien-aimé provient de notre capacité de reconnaître nos individualités. Pour devenir un, vous devez d'abord être deux. Il y a un truc qu'il faut vraiment comprendre aujourd'hui, c'est que l'idéal du couple moderne, c'est une relation où le pouvoir est distribué à part égale. Mais sous la bannière de l'égalité, de la modernité et de la bienséance, on réprime souvent aussi nos pulsions et on étouffe nos émotions sauvages. En vérité, le jeu du pouvoir est quelque chose qui ne disparaît jamais. On y joue depuis tout petit avec nos parents. Pense à la scène suivante. Je veux ça, je ne veux pas ça, je veux que tu joues avec moi, comme ça, pas comme ça, mets-toi dans cette position, attends là, etc. Tout ça, c'est un jeu de pouvoir, même pour l'enfant de 3 ans. Et ça continue dans le couple. Personne n'échappe à la dynamique du pouvoir et le sexe fait partie des choses où elle est présente. L'érotisme, il faut le voir comme une opportunité de sortir de nous-mêmes, de lâcher prise sur nos valeurs, nos idéaux moraux. Une féministe peut fantasmer en secret d'être dominée. Un cadre exécutif qui a de nombreuses responsabilités dans son entreprise peut rentrer chez lui et aimer prendre la fessée. Le gentil romantique se transforme en agresseur. La mère aimante se transforme en salope dégoulinante. Ce que dévoile notre érotisme peut être difficile à accepter, mais c'est justement à ça qu'il sert, sortir de nous-mêmes et sortir de la vie banale pendant un instant. La capacité à contenir l'agression est la précondition de la capacité à aimer. Nous devons intégrer notre agression plutôt que de l'éradiquer. Ça, personnellement, quand j'ai lu cette phrase et ce chapitre, et j'ai eu vraiment beaucoup de temps pour assimiler ça, en fait, et beaucoup de temps aussi passé avec ma partenaire, c'est-à-dire que, tu vois, je lisais un chapitre, et puis on passait un week-end ensemble, et puis j'en lisais un autre, et puis à chaque fois, j'essayais de vraiment amener ces lectures dans les moments qu'on passait ensemble, et je peux voir qu'il y a vraiment eu un gros shift, un grand rééquilibrage, j'ai envie de dire, parce que très clairement, je pense que je me trouvais dans cette population de mecs qui voulaient faire bien, tu vois, qui prêtaient attention au bien-être de sa copine, qui voulait faire en sorte que toutes les choses soient bien, qui planifiait pour qu'elle soit à l'aise, etc. Et ça, dans une certaine mesure, c'est positif, hein. Il y a du bon, je veux dire, en tant qu'homme, je pense qu'on devrait prendre soin de notre copine au quotidien, tu vois. C'est une vraie qualité, d'ailleurs, de ne pas la prendre pour acquise, de la faire se sentir bien, tu vois, de les petites attentions, quelque part. Le fait de dire « Hey, je pense à toi », c'est ce qui nourrit le couple. Mais là où le bas blesse, c'est quand t'emmènes ça dans l'érotisme. Et j'ai vraiment essayé d'amener ces enseignements dans
dans nos interactions au quotidien. Et sans rentrer dans le détail, je peux te dire qu'il y a eu un vrai shift en fait. C'est-à-dire que là où dans des relations précédentes, j'ai vraiment ressenti cette frustration liée au paradoxe que, attends, mais pourquoi est-ce que plus je prends soin de ma copine et plus on a des difficultés du côté de la chambre. Là, j'ai vraiment... En fait, comprendre ça te donne les outils, et personnellement, ça m'a donné les outils pour voir que, ok, il y a deux espaces, en fait. Il y a l'espace de l'amour, du romantisme, et puis il y a l'espace de l'érotisme. Et je pense qu'on fait trop rarement cette distinction, et le fait de ne pas faire cette distinction, ça nous rend confus, en fait. Parce qu'on veut amener le même outil, les mêmes solutions, dans les deux sphères, là où ça demande des outils et des solutions complètement différentes. Et là, Esther donne un bon exercice que je t'invite à faire. C'est un exercice très simple qu'elle utilise en thérapie. Et c'est un exercice qui permet d'explorer sa part de ténèbres pour mieux comprendre la distinction entre ton érotisme unique et ton romantisme, quelque part. Et donc, l'exercice, il est tout simple. Il consiste à prendre une feuille. Au milieu de la feuille, tu traces un trait pour qu'il y ait deux colonnes. Et à gauche, dans la case de gauche, tu vas marquer en haut amour. Et dans la case en haut à droite, tu vas marquer érotisme. Et dans la case de gauche, tu vas marquer les phrases suivantes. Tu vas marquer quand je pense à l'amour, je pense à 3 petits points. Et tu vas marquer ce à quoi t'évoques l'amour. Ensuite, tu vas marquer, toujours dans la même case, quand j'aime, je ressens 3 petits points. Ensuite, en dessous, tu vas marquer quand je suis aimé, je me sens 3 petits points. Et puis enfin, dans l'amour, je cherche 3 petits points. Et tu peux commencer par répondre à toutes ces questions et vraiment, tu te fais une petite séance comme ça de free writing en 5 minutes. Et quand tu as fini ça, tu passes à la partie de droite de la feuille, donc la partie érotisme. Et là, tu vas marquer les questions suivantes. Quand je pense au sexe, ça m'évoque 3 petits points. Ensuite, tu vas marquer quand j'ai envie, je ressens 3 petits points. Ensuite, quand on a envie de moi, je ressens 3 petits points. Et enfin, dans le sexe, je cherche 3 petits points. Et tu fais pareil, tu passes 5 minutes dessus. Et l'intérêt de cet exercice, c'est qu'il t'aide à voir d'une part ce qui lie l'érotisme et l'amour pour toi. Et ça va être différent pour chaque personne, tu vois. Mais il va aussi t'aider à voir et à différencier sur la même feuille ce qui différencie l'amour et le désir dans ton inconscient. C'est-à-dire que peut-être qu'à la fin de cet exercice, tu vas te rendre compte que pour toi, l'amour, ça représente la sexualité, le confort, la chaleur, la sécurité, le bien-être, l'agréable. Et tu vas te rendre compte que sur la même feuille, à côté, l'érotisme, tu vas pas penser à toutes ces émotions en pensant à l'érotisme, mais tu vas plus penser à de l'agressivité, de la bestialité, de l'égoïsme, de la violence peut-être même de la méchanceté. Et tu vas te rendre compte que, il y a ces deux choses qui sont séparées et c'est tout à fait ok. Ces deux choses ont leur propre identité et donc ont leurs propres besoins. Et il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que notre intelligence ou notre inconscient, il cherche toujours à nous équilibrer à l'intérieur. Et ça, c'est un concept qu'on a déjà vu dans l'épisode du podcast sur Michael Singer. Si ça t'intéresse, à nouveau, je te mettrai le lien en haut à droite de cet épisode de podcast. Tu pourras aller creuser un peu plus loin là-dessus, mais notre inconscient, il cherche toujours à nous équilibrer. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes cherchent dans le sexe ce qu'ils évitent dans la vraie vie. Celui qui fuit la dépendance dans la vraie vie va peut-être fantasmer en secret d'être esclave sexuel de son partenaire dans la chambre à coucher. Certaines personnes ayant vécu des abus sexuels et des viols parfois témoignent anonymement de réutiliser ces scènes dans leurs fantasmes. Et il ne faut pas croire que ces personnes sont tordues. Au contraire, c'est pour elles une forme de reprise de pouvoir. Car dans leurs fantasmes, c'est elles qui contrôlent tout le dénouement. Quand tu contrôles la scène, tu ne la subis plus. Quand tu utilises ou quand tu fantasmes une scène et que tu la vois comme un jeu, ce qui est un jeu, c'est quelque chose que tu ne subis pas. Parce que quand tu joues, tu es au contrôle. Donc il faut vraiment voir. Souvent, on repousse en fait ce côté agressif parce que finalement on en a honte. On a peur de ce que ça dirait sur nous.
Et après, bien sûr, il y a toutes les injonctions aussi de voilà, ce qui est normal dans la société. Il y a tout le bagage religieux aussi pour beaucoup de familles. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont grandi dans un contexte religieux, avec ses propres croyances de ce qui est bien, ce qui est pas bien, le sexe avant le mariage, etc. Donc il faut comprendre que tout ça, c'est très compliqué. Il y a vraiment une maille très épaisse de concepts qui nous séparent de notre vrai besoin brut et bestial et notre capacité à l'exprimer. Il faut vraiment le voir comme une espèce de filet, en fait. Euh, mais si notre côté agressif nous fait peur, le sexe peut justement devenir l'endroit où ce côté agressif peut s'exprimer en sécurité. Il faut vraiment voir le sexe comme un endroit pour la catharsis, en fait. Et c'est pas toujours évident, hein. Je veux dire, il faut que les deux partenaires soient on board avec ça. Donc ça peut être utile d'en parler, bien sûr. Et aussi, pourquoi pas, de vraiment le voir comme un projet qu'on va explorer. Et par exemple, une des choses qu'on pourrait faire, c'est d'acheter 2 exemplaires du même bouquin et de le lire pour que les deux découvrent en même temps ces concepts, tu vois, de ce concept de redevenir familier avec son agression, par exemple, ce concept de différenciation entre l'érotisme et le romantisme. Et tu vois, petit à petit, tous les deux, explorer ce chemin ensemble, en fait. Il y a une idée que j'aime aussi beaucoup, c'est que cette idée de, si tu veux explorer ta part d'ombre, le raccourci, c'est de réfléchir à tes fantasmes. Et Esther Perel pose 2 questions, au couple généralement. Elle dit, si le sexe est une quête, c'est quoi ton Graal ? Les fantasmes sont un moyen ingénieux de nos esprits créatifs de résoudre et de dépasser toutes sortes de conflits autour du désir et de l'intimité. Dans le sanctuaire de notre esprit érotique, on trouve une zone de sécurité pour défaire les inhibitions et les peurs qui rampent en nous. Les fantasmes expriment le problème et donnent la solution. Et donc là, il y a ces fameuses questions à explorer qui sont, par exemple, qu'est-ce que le sexe signifie pour toi ? Quels sentiments accompagnent ton désir ? Qu'est-ce que tu recherches dans le sexe ? Qu'est-ce que tu veux sentir ? Qu'est-ce que tu veux exprimer ? Celle-là, je l'aime beaucoup. Où est-ce que tu te retiens dans le sexe ? Et enfin, la dernière, si tu pouvais m'inviter à être sexuellement plus quelque chose, ce serait quoi ? Et si tu pouvais m'inviter à être sexuellement moins quelque chose, ce serait quoi ? Ça, c'est une phrase pour ton ou ta partenaire. Le truc important avec les fantasmes aussi, et c'est super important, c'est que c'est une performance, c'est une simulation, pas forcément la réalité. Et un fantasme, ça veut pas forcément, il exprime pas forcément le désir de réaliser l'acte. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont des fantasmes, mais souvent elles admettent que c'est pas parce qu'elles ont ces fantasmes qu'elles veulent que ça arrive. C'est qu'il y a, à nouveau, pour reprendre cet exemple, hein, mais il y a certaines femmes qui ont vécu des abus sexuels, qui utilisent dans leurs fantasmes ces scènes pour reprendre le contrôle, parce que justement dans les fantasmes, c'est elles qui contrôlent. À tout instant, elles peuvent arrêter le truc. C'est elles qui contrôlent la narrative de A à Z, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elles voudraient que ça ait lieu à nouveau. C'est juste un moyen pour l'esprit, en fait, d'avoir sa propre revanche. C'est comme un exutoire, en fait. C'est comme un espace de croissance personnelle et un espace de traitement des déchets, j'ai envie de dire, où les traumas sont recyclés en fantasmes pour être neutralisés. Maintenant, on va parler de comment remettre du piment dans le sexe, ou comment désirer ce qu'on a déjà. L'amour ne meurt jamais d'une mort naturelle. Il meurt parce qu'on ne sait pas comment remplir sa source. Le mariage, ou le couple de longue durée, permet de créer une relation forte en coopération et en communication, mais faible en complicité et en jeu, si on ne fait pas attention. Et une relation dépassionnée est un vrai problème pour cultiver l'érotisme. Et là, il y a une phrase d'un sexologue connu. « Quel fardeau que de percevoir le sexe dans le couple marié comme toujours devoir être une pure expression d'amour. Cela revient à éliminer tous les autres déclencheurs du sexe. Le sexe joueur, le sexe colérique, le sexe rapide, le sexe sale, le sexe inconscient. En fait, vouloir toujours que le sexe soit une pure expression d'amour, ça revient à castrer presque toutes les autres formes d'ébat. Après tout,
Qui est capable de ressentir que du pur amour et de la pure passion à tous les coups à 23h du soir? Prenons l'exemple de Jackie et Philippe, qui sont mariés depuis 10 ans. Leurs enfants deviennent plus indépendants jour par jour, mais le sexe est un vrai problème. Philippe, depuis la naissance de ses enfants, est incapable d'érotiser sa femme et enchaîne les adultères. Jackie, elle, a basé entièrement son identité sexuelle sur ce que Philippe pense d'elle et subit totalement la situation. Quand Esther demande à Philippe pourquoi il va chercher l'érotisme ailleurs, il répond la chose suivante. Je n'arrive pas à objectiver ma femme. Je ne peux pas imaginer lui dire ce que je veux vraiment. L'érotisme à la maison est emballé dans un film de politesse et de ce qui est correct. À Philippe, Esther suggère que c'est important qu'il arrête de compartimenter l'érotisme en dehors de la maison. À Jackie, elle suggère qu'elle doit se réapproprier sa vie érotique et qu'elle arrête de transférer son estime d'elle-même à Philippe. Et là, Esther demande à Jackie, « Depuis combien de temps vous n'avez pas flirté ? Pouvez-vous vous ouvrir aux yeux d'autres hommes que Philippe, qu'il ne soit pas votre seule source de validation ?» Et là, il y a Philippe qui pète un câble, qui dit « Hé, 2 secondes là !» Il tient plus en place dans sa chaise tout d'un coup. Et là, Esther lui répond « Pas d'inquiétude, je ne suggère pas ce que vous avez en tête. Je ne dis pas à votre femme d'aller voir ailleurs. Mais votre femme est une femme très attirante. Et si vous ne pouvez pas le voir, et si vous ne pouvez pas lui montrer en lui faisant l'amour, pourquoi ne pourrait-elle pas l'entendre de la bouche d'autres hommes ? C'est l'interdit qui est excitant. Si le désir est transgressif, alors les monogames sont comme les riches. Ils doivent trouver et créer leur propre pauvreté. Ils doivent s'affamer assez, ils doivent s'efforcer pour garder ce qui est toujours disponible, suffisamment illicite pour que ça reste intéressant. Oscar Wilde disait que dans la vie, il y a 2 tragédies. La première, c'est d'obtenir ce qu'on veut, et l'autre, c'est de ne pas l'obtenir. Quand mon amie Jane me dit que peut-être elle désire ce qu'elle n'a pas, je lui réponds « Qu'est-ce qui te fait dire au juste que tu possèdes ton mari ?» Et donc ça nous invite à réfléchir de, si jamais, tu vois, on est en couple ou quoi, et qu'on se dit « Ouais, je sais pas, je regarde ailleurs, ou je regarde d'autres personnes, d'autres filles ou d'autres mecs, parce que mon mec ou ma meuf, je la désire, quelque part, elle est à moi. » Il faut réfléchir à 2 fois à ça, parce que c'est une phrase qu'on se dit, mais c'est pas du tout la vérité. Qu'est-ce qui te fait te croire au juste que tu possèdes ton ou ta copine ? À tout moment, il ou elle peut se barrer. À tout moment, il ou elle peut rencontrer quelqu'un d'autre. Il peut lui arriver quelque chose de très grave. Donc il n'y a absolument rien qui est acquis. La grande illusion des relations engagées, c'est de croire que nous possédons nos partenaires. Mais en vérité, leur indépendance est indéniable. Lorsqu'on reconnaît cette vérité, un désir qui perdure est envisageable. C'est d'ailleurs remarquable comment la moindre menace peut soudain allumer le désir comme une mèche à la poudre. Et d'ailleurs, le contre-argument des retours décroissants de cette idée d'Oscar Wilde qui est que soit on a ce qu'on veut et c'est terrible, soit on n'a pas ce qu'on veut et c'est terrible. Le contre-argument, c'est de dire que plus on s'investit, il y a des choses dans lesquelles dans la vie, plus on s'investit, et plus la satisfaction augmente. C'est la même chose pour ton métier, par exemple. C'est la même chose pour un sport. Plus tu passes du temps, plus tu deviens bon et plus ça te plaît. Et le couple, tu peux le voir de la même façon. Plus tu investis, plus tu mets d'efforts, tu vois, plus tu vas acheter des bouquins comme ça pour mieux comprendre, plus tu vas passer du temps avec ta partenaire pour discuter, plus tu vas essayer de nouvelles choses dans la chambre à coucher, etc. Et plus vous allez vous découvrir et plus vous allez voir la valeur de l'un de l'autre. Donc c'est pas une fatalité que plus on est ensemble et plus l'intérêt descend. C'est juste une question de point de vue. Il s'agit de changer de point de vue, il s'agit de changer de cadre, de changer d'angle, et il faut commencer à voir les choses d'une autre façon. C'est-à-dire non, plus tu t'investis et plus ça peut devenir intéressant. Après, dans le livre, il y a toute une partie où on parle de ce qui était décrit comme la possibilité du troisième. Et donc là, c'est toute une partie qui rentre sur la thématique de l'adultère, de la tromperie. Et je ne vais pas trop rentrer en détail, mais je veux quand même l'intégrer ici parce que ça fait aussi partie des choses qui peuvent permettre de remettre du piment. Parce que justement, quand tu gardes conscience que si toi, un peu comme l'histoire de Jackie et bon, c'est pas Jackie et Michel, mais je sais plus comment ils s'appelaient, Jackie et Philippe. Si toi, tu n'es pas capable de voir que ta femme ou ton compagnon est attirant,
dans la mesure où lui ou elle fait des efforts aussi, tu vois, parce voilà, c'est une danse, hein, il y a aussi ça, il y a aussi le côté où il y a aussi des couples où les deux font plus aucun effort, ils font plus de sport, ils s'invitent plus à des dates, ils se pouponnent plus pour sortir ensemble, etc. Mais s'il y en a un qui fait des efforts et que l'autre le voit pas, il y a toujours la possibilité du troisième que, bah attends, si tu sors avec une bombe et que toi tu la prends pour acquise, à tout moment, elle peut rencontrer dans son boulot ou quelque part un mec qui, lui, va voir que c'est une bombe, etc. Et la même chose, si tu sors avec un mec qui prend soin de toi, qui essaie qui t'invite au resto, qui t'invite au théâtre, qui fait du sport, qui s'occupe des enfants, etc. Et que toi, t'es pas foutu de voir ce qu'il fait et de vraiment le prendre en conscience, bah à tout moment, navré, mais il peut rencontrer aussi quelqu'un. Et donc il y a cette partie dans le bouquin qui s'appelle Inviter l'ombre du troisième et qui parle de ça pour remettre du piment dans les relations. Prétendre qu'il n'y a pas d'autre homme ou femme attractif dans le monde ne rend pas une relation plus sécurisée et encore moins plus honnête. Certains couples décident d'ailleurs de jouer avec l'idée du troisième plutôt que de faire comme s'il n'existait pas. Selena et Max, par exemple, s'autorisent mutuellement à flirter avec un autre, mais mettent une limite ferme à transformer l'essai. Certains couples aiment jouer avec la possibilité, mais sont tous deux certains des règles. Ces couples reconnaissent la possibilité du troisième à leur façon. Ils honorent la lucidité que leur partenaire a sa propre sexualité, sa propre identité, sa propre indépendance, ses propres fantasmes. Et lorsqu'on valide et lorsqu'on reconnaît la liberté de l'autre dans la relation, on est moins incliné à chercher ailleurs. L'ombre n'est plus une ombre, mais ça devient une présence, une chose dont on parle ouvertement, dont on se moque, avec laquelle on joue. Quand on peut dire la vérité en toute confiance, on est moins tenté de garder des secrets. Reconnaître le troisième ajoute du piment parce que cela nous rappelle qu'on ne possède pas notre partenaire. On ne devrait jamais les prendre pour acquis. Et je vais ajouter une note un petit peu personnelle, mais à nouveau, ça dépend vraiment de chaque relation, mais il y a quelque chose de très joueur dans ta relation quand tu es capable de... Tu vois, quand ton ou ta copine part, je sais pas, dans un événement par exemple, et que tu lui dis « Hey, rencontre pas trop de collègues sexy, ok ?» Tu vois, il y a cet élément de jeu en fait, où tu renverses le danger en un jeu quelque part, et il y a ce mix où tu reconnais l'indépendance de l'autre, non seulement tu lui fais savoir, mais il y a ce double mécanisme où ça te rappelle aussi à toi que il peut que l'autre a sa propre identité et donc tu as envie de faire ton maximum, c'est-à-dire que tu veux pas que l'autre aille voir ailleurs quelque part, mais tu fais aussi comprendre à l'autre que tu es assez sécure, tu es assez confiant dans tes propres pompes pour jouer avec ce sujet-là et ça te rend désirable en fait parce que ça lui montre que tu es quelqu'un qui est conscient de sa valeur, qui est conscient de la réalité, qui va pas se raconter des histoires comme quoi non, c'est impossible que tu ailles me tromper ou que tu ailles voir ailleurs, etc. Et c'est vraiment une dynamique de couple saine. Je trouve d'ailleurs que ça renvoie à cette notion dont on a parlé au tout début, de cette sécurité dynamique, tu vois, où les couples s'engueulent, mais ils se rabibochent, comparé à cette sécurité flaccide, où les deux disent « Oh, j'irai jamais voir ailleurs, etc. » Non, on ne dit pas ça, c'est pas vrai. Il y a des femmes ultra sexy là dehors. Il y a des mecs ultra sexy là dehors. Et c'est juste un fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ? Est-ce qu'on l'accepte ? Est-ce qu'on l'invite dans le cadre ? Est-ce qu'on l'invite à danser ? Ou est-ce qu'on l'ignore ? Et plus on l'ignore, plus il reviendra à la charge quelque part. Tu vois ? Donc, ouais, c'est vraiment une idée à méditer. Et enfin, on va terminer ce podcast avec mon idée préférée, une de mes idées préférées du livre, et c'est ce qui s'appelle le mythe de la spontanéité. Il y a deux idées reçues qui ont le monopole quand on parle de sexe et de relations longue durée. La première, c'est que le sexe doit être un match direct, c'est-à-dire que soit ça clique, soit c'est mort. Et aussi, la deuxième, c'est que le sexe doit toujours être spontané. On veut que ça vienne tout seul, sans effort. Et dès qu'on parle de planification du sexe,
Bah, rien que cette idée de planifier des espaces pour le sexe nous fait l'associer à un travail et ça nous braque. Il y a vraiment cette idée de répulsion quand on dit ouais, peut-être que tu devrais, si vous avez plus assez de rapports ou quoi, peut-être que tu devrais planifier un petit peu le sexe. La plupart du temps, les gens disent ah, de quoi tu parles? Jamais je ferais ça, c'est horrible. On enlève toute spontanéité et ça, c'est mort, tu vois. Et là, Esther joue un peu avec nous et elle nous dit ce qui est comique, c'est que le sexe spontané des débuts des relations, celui dont on se souvient souvent remémoré avec nostalgie, et ben quand tu regardes de près, il avait rien de spontané. C'était souvent le résultat d'une longue préparation. C'était souvent le résultat des questionnements comme dans quel restaurant on va, dans quel bar, dans quel café, quel film je vais l'inviter à regarder, quelle robe est-ce que je vais lui mettre pour lui plaire, quel parfum je mets aujourd'hui, quel jour est-ce qu'on se voit, quelle heure, quelle musique, quelle ambiance. Toute cette préparation, au début, faisait partie du dénouement. Et le problème de la spontanéité dans une relation longue, c'est que tout ce qui pouvait arriver spontanément, c'est forcément déjà arrivé. Le challenge devient faire en sorte que les choses se passent, plus faire en sorte que les choses soient spontanées. Et donc là, on va prendre l'exemple de Dominique et de Raoul, qui est cité dans le livre. Dominique et Raoul habitent ensemble, mais leur vie sexuelle est affamée. Au début, ils ne s'ennuyaient jamais le week-end. Mais maintenant, leur temps libre sert à faire les courses et des tâches ménagères. Esther fait une remarque. Je suis étonné de la différence d'attention que vous mettez dans la réalisation des tâches ménagères comparée à l'intimité. Et à ça, Dominique répond. Bah ouais, mais la lessive va pas se faire toute seule. Et le sexe, oui, peut-être. Le sexe, il va se faire tout seul, lui. Pour Dominique, ça semble pathétique de carrément bloquer 2 heures le jeudi soir pour le sexe. Mais, Dominique, si tu ne veux pas que ce soit une autre tâche sur ta to-do list, ne le traite pas ainsi. Je ne parle pas de planifier le sexe à la minute près. Je ne parle pas de le planifier à la position prête. Ce dont je parle, c'est de créer un espace érotique. Et cela demande du temps et de l'organisation. Exactement comme le l'ossobuco italien que tu as cuisiné à Raoul la semaine dernière. Après un moment ensemble, les couples deviennent flemmards et développent ce désir d'être aimé comme on est sans avoir à faire d'efforts, un peu comme un enfant. « Oh, tu devrais m'aimer, peu importe ce que je fais. » Mais la sexologue Margaret Nichols a sa propre idée là-dessus. Si vous prenez 20 kilos et que vous vous trimballez en chaussettes claquettes dans l'appartement devant votre conjoint, il pourra peut-être encore vous aimer, mais il n'aura probablement pas envie de vous. À nouveau, tu vois, cette distinction entre l'amour et le désir. Juste parce que vous vivez avec quelqu'un ne veut pas dire qu'il est disponible pour vous. En fait, et d'ailleurs, vous devriez lui accorder plus d'attention, pas moins. Pas tous les jours, mais de temps en temps. Tu vois, ça veut dire pas tous les jours planifier des dates, etc. Mais de temps en temps prévoir un truc. Et ça veut pas dire planifier le sexe à la position ou à l'heure près, mais ça veut dire, et j'aime beaucoup cette distinction parce que je pense qu'elle parlera à beaucoup de gens, planifier de l'espace pour créer cet espace érotique. Planifier des longs moments, des longues dates en fait. Ça peut être dedans, ça peut être dehors, ça peut être à la maison, ça peut être des week-ends, mais planifier des espaces pour que l'érotisme puisse fleurir quelque part. Et ce qui adviendra, advienne que pourra. On s'en fout de la spécificité de ce qui va arriver. Mais la question, c'est est-ce que j'ai créé un espace pour ça? Tu vois? C'est ça qui est important. C'est ça qui est important de maintenir. Il y a l'histoire et l'exemple d'un autre couple, celui de Sarah et Neil, qui, eux, ont compris que planifier et créer l'anticipation, c'est un élément fondamental du désir. Sarah et Neil mettent beaucoup d'efforts pour créer un espace pour l'érotisme. Ils planifient des sorties, des dîners, des concerts et aussi le sexe. Un problème qu'ils ont rencontré à plusieurs reprises, c'est que tous leurs efforts se retrouvaient s'écrouler quand Sarah devait payer la babysitter en rentrant de leur date. D'un coup, je redevenais la maman et toute tension érotique qu'on avait créée disparaissait en un seul coup. On en a parlé avec Neil et maintenant, ce qu'on fait, c'est que c'est lui qui gère la babysitter et moi, je monte dans la chambre directement. Pour Sarah, ça lui demande beaucoup d'efforts pour se sortir de son rôle de maman et très peu pour l'y remettre.
Moi aussi, je croyais que c'était une question de spontanéité et d'être dans l'humeur, mais j'ai vite été désabusé par cette idée il y a longtemps, après qu'on ait eu nos enfants. Attendre d'être de bonne humeur, et ça j'adore cette phrase, attendre d'être dans l'humeur, que les choses viennent spontanément, c'est comme attendre le retour du Christ. Neil et Sarah savent que le sexe a besoin de plus de 15 minutes après 23 heures le soir pour arriver. Le sexe a besoin d'espace. Et plutôt que de se cantonner au sexe, qui est un sujet étroit et animal, je vous invite à voir plus large et approcher le tout comme un jeu. Faire du jeu un élément central du couple assure de le garder vivant et érotique. Le mariage n'est pas forcément la fin de la romance, mais il peut être le début. Nous devons déballer notre ambivalence au sujet du plaisir et challenger notre inconfort avec la sexualité. Particulièrement dans le contexte familial. Se plaindre de l'ennui sexuel est facile et conventionnel, mais nourrir l'érotisme à la maison est un acte de défiance. Il y a tellement de raisons d'abandonner le sexe que ceux qui résistent méritent d'être vus comme des champions. Les couples braves et déterminés qui maintiennent une connexion érotique sont ceux qui la prennent au sérieux. Quand ils sentent que le désir est en crise, ils deviennent industriels et font des efforts pour le ressusciter. Ils savent que ce ne sont pas les enfants qui éteignent la flamme du désir, ce sont les adultes qui échouent à garder l'étincelle vivante. On va arriver à la fin de ce podcast et qu'est-ce qu'il faudrait retenir ? S'il y avait une seule chose à retenir de ce podcast, ce serait quoi ? Moi, si j'avais à choisir personnellement, ce serait cette idée de se débarrasser de l'illusion que l'autre est acquis et vraiment recommencer à le voir comme quelqu'un qu'il faut conquérir tous les jours, en fait, qu'il faut sans arrêt conquérir. Parce que j'ai l'impression que si on arrive à changer d'état d'esprit par rapport à ça, c'est un énorme effet de levier sur plein d'autres choses, parce que quand tu prends pas quelqu'un pour acquis, bah naturellement, tu vas toujours essayer de le séduire, en fait. Donc petit à petit, tu vas peut-être changer ta posture au quotidien, tu vas peut-être te remettre à faire attention à comment tu t'habilles, à comment tu te coiffes, à comment tu lui parles. Tu vas peut-être commencer à prévoir des week-ends, tu vas peut-être commencer à prendre un peu plus soin de toi. Tu vois, vraiment, ça, je pense que c'est le danger qui guette le plus les couples qui habitent ensemble depuis longtemps. C'est cette familiarité, en fait, qui se développe naturellement. Hein. Ça fait partie du jeu quand on habite ensemble, quand on se fréquente, etc. Et c'est pour ça que je pense que c'est super important de se rappeler vraiment un peu comme un mantra tous les jours. L'autre ne m'appartient pas. J'ai peut-être l'impression d'être en sécurité, mais c'est une illusion. À tout moment, il peut partir. À tout moment, il peut se passer quelque chose. Il n'y a rien qui est acquis. Et la beauté de ça, c'est que ça débloque plein de choses, en fait. Parce que quand tu commenceras de ton côté à agir de cette façon-là, il y a des chances que ton partenaire le remarque et qu'il se dise waouh, il y a un truc qui a changé. Et tu vois, moi, je suis vraiment avocat de cette posture ou de cette façon de faire. Quand tu veux changer un truc dans une relation, même que ce soit au travail ou avec quelqu'un, personnellement, je suis vraiment avocat de d'abord faire le changement chez soi, sans en parler à l'autre, et laisser l'autre le remarquer, tu vois. Parce que c'est souvent en donnant toi l'exemple, les autres vont changer de posture vis-à-vis de toi. Ne prends rien pour acquis, ne tombe pas dans l'illusion que ton ou ta partenaire est acquis et comporte-toi comme en fonction de ça. Et voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Je vais te dire un truc, c'est que moi, je mesure le succès du podcast à son impact sur la vie des gens. Et j'aime beaucoup lire vos messages. Je pense notamment, tu vois, là, je relisais quelques messages que j'ai eus récemment sur YouTube. On a un message de Trouvi qui disait « N'arrête pas tes podcasts, s'il te plaît. Tes résumés sont tellement digestes et intéressants. Merci pour ton travail qui apporte beaucoup de valeur. » Un autre message de Daniel « Merci pour tout ce que tu fais. » Un autre message de Kylian « Génial, j'adore ce podcast. Merci, tu me fais penser à Elio dans sa chaîne Range ta chambre. » Alors, je ne connaissais pas du tout Elio dans son podcast Range ta chambre. J'ai regardé un peu et le mec a l'air futé, donc je prends ça comme un compliment. Merci Kylian. Et voilà, je voulais juste te dire ça et t'encourager à me partager une histoire à toi. Si tu as une histoire à partager,
fais-la moi savoir. C'est vraiment ce qui me drive, tu vois, de savoir que ce podcast a permis à des gens d'avoir des résultats ou de changer ne serait-ce qu'un petit truc dans leur vie. C'est vraiment ça qui, moi, me nourrit. Bien sûr, si le livre t'intéresse de Esther Perel, il existe en français. Donc sur Amazon.fr, tu peux tout à fait le trouver en français. Et si tu veux l'acheter, passe par mon lien. Ça mettra un petit peu de beurre dans les épinards. Et puis, si ce podcast t'a aidé et que t'aimes l'écouter, partage-le. Ça m'aide énormément à le faire découvrir et à le faire grandir. Voilà, merci d'avance et je te dis à la prochaine dans le prochain épisode. Ciao, ciao.